Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live. Alors il n'y a personne de connecté pour l'instant, j'attends un petit peu. Donc je vais me présenter rapidement. Bonjour Camille, bienvenue, bonjour Caro. Je vois que mes étudiants n'ont pas eu assez de cours aujourd'hui, ils reviennent dans le live. Ça me fait plaisir de vous voir, merci d'être là. Donc bonsoir et bienvenue dans ce live. Je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, s'il y en a. Donc je m'appelle Nadège et je suis consultante et formatrice, notamment en bien-être au travail et épanouissement personnel et professionnel. Donc je donne des cours également dans une école supérieure de gestion, l'ESG. Et donc j'ai quelques étudiants qui sont là ce soir, donc ça fait plaisir de vous voir. On a passé une super après-midi d'ailleurs tout à l'heure avec vous. Merci beaucoup pour ce cours qui était vraiment très vivant, donc je me suis régalée, merci. Et ce soir donc c'est un live sur l'ego. Donc on va voir qu'est-ce que l'ego, quel est son rôle, en fait, quel rôle il joue, dans quelle situation est-ce qu'il se manifeste, dans quel cas il peut être nuisible et comment se détacher du contrôle de son ego. J'ai plein d'étudiants, je suis ravie, ça fait plaisir que vous soyez là, donc je vois que mon cours finalement a été peut-être trop court pour vous, donc merci d'être là. Voilà, donc l'ego ce soir, parce que ça me paraissait être un sujet important à aborder, surtout dans la continuité en fait des autres lives, où on a déjà pas mal réfléchi à soi-même au niveau motivation, procrastination, tout ça. Et là, je voulais aborder un petit peu plus le côté relation à l'autre. Et donc, la relation à l'autre commence déjà avec la relation à soi-même et notamment avec son ego. Donc c'est parti. Qu'est-ce que l'ego? Eh bien l'ego en fait c'est la représentation que l'on a de soi-même. Donc finalement c'est une représentation mentale que l'on se fait de notre propre personne. Donc en fait en fonction de nos propres perceptions de nous-mêmes, on va avoir un ego plus ou moins développé. Et par conséquent, soit avoir une estime de soi haute ou basse, on va avoir plus ou moins confiance en soi et on va avoir plus ou moins d'assurance. Voilà un petit peu ce que c'est que l'ego. Maintenant, quel rôle joue-t-il? Eh bien, en fait, il sert à poser une limite entre soi et les autres. Donc, cette limite, elle va servir en fait à se protéger soi-même et se respecter par rapport aux autres. Mais attention parce que lorsque l'ego est trop important, quand il est surdimensionné et qu'on se respecte trop et on se protège trop, on porte atteinte finalement à l'ego de l'autre. Donc on va manquer de respect finalement à l'autre. Donc ça va instaurer une espèce de rapport de force entre les différents égos des différentes personnes qui vont être dans la relation. Donc un rapport de force, eh bien, ça peut être un rapport de domination, donc il y a un dominant et un dominé, ou bien un rapport d'équité, d'égalité. Donc en fonction de la taille de notre ego, j'ai envie de dire, on va être soit dominant, soit dominé, ou bien à égalité avec l'autre. Et dans quelle situation l'ego se manifeste-t-il? Eh bien, en fait, il va se manifester quand nos valeurs sont touchées. Quand nos valeurs propres, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, se retrouve contrarié, eh bien, en fait, on a l'ego qui a tendance à venir faire surface. C'est une façon de nous protéger, de protéger nos valeurs. Également, quand nos croyances sont challengées. Donc, quand je dis challenger, ça veut dire que quelqu'un remet en question nos croyances. Dans ce cas-là, pareil, l'ego va vouloir s'imposer pour nous défendre en quelque sorte et défendre nos croyances. C'est donc toujours un moyen de se protéger. Et puis également, quand nos besoins sont menacés,
à ce moment-là, l'ego se manifeste toujours pour nous protéger. Donc on est sur des valeurs, des croyances et des besoins. Les étudiants, ça va vous rappeler le cours de cet après-midi, puisqu'on a parlé de ça également cet après-midi. Et en fait, tout est lié. Donc je suis ravie du coup que vous fassiez ce live, puisque c'est la continuité un peu du cours. Donc, quand nos valeurs, nos croyances et nos besoins sont menacés, ça réveille notre ego qui va se mettre en mode sauveur et qui va vouloir nous protéger et nous mettre en fait en valeur par rapport à ce qui vient nous contrer. Mais attention, parce que dans certains cas, l'ego est nuisible. Donc, effectivement, on a besoin de notre ego pour se protéger, c'est important. Mais si l'ego est trop important, alors on va devenir arrogant, supérieur, un peu suffisant. Et du coup, on va créer des conflits et des tensions. Et ça va nuire à nos relations, mais aussi à notre réputation. Donc attention à ne pas laisser l'ego prendre trop de place et devenir surdimensionné. Mais à l'inverse, un ego trop renié va également être nuisible. Pourquoi? Parce que ça crée un manque de respect vis-à-vis de nous-mêmes. En fait, quand on a un ego qui est sous-dimensionné, ça veut dire qu'on porte plus d'intérêt, plus de valeur au respect de l'autre qu'au respect de soi. Et du coup, on va peut-être ne pas oser dire ce qu'on pense, on ne va pas oser dire non quand on va nous demander quelque chose, et on va un peu se mettre en position d'infériorité par rapport à l'autre. Et ça, c'est très mauvais, c'est pas du tout la voie vers l'épanouissement personnel. Parce qu'en plus on va se frustrer, on va donc générer des frustrations qui vont générer des émotions désagréables, qui vont peser sur nous, et peut-être qu'un jour on va craquer et avoir une réaction un peu hors norme, et les gens autour de nous ne vont pas comprendre, parce que d'habitude c'est une personne très calme qui dit oui à tout, et puis tout d'un coup, pouf, explosion d'émotions. Donc, il est très important de toujours garder un équilibre entre respect de soi et respect de l'autre. La bienveillance, ça passe d'abord par soi-même et ensuite envers l'autre. Voilà. Et donc, l'ego, il est important de le remettre à sa juste place. C'est-à-dire, pas trop développé pour ne pas écraser l'autre, mais pas trop sous-développé non plus pour ne pas s'écraser soi-même. Et comment on se détache du contrôle de l'ego? Eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'ego est blessé, il va générer une émotion désagréable. Donc, j'ai vu avec mes étudiants cet après-midi que l'émotion désagréable vient généralement d'un besoin insatisfait. En fait, l'ego, il se trouve entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le besoin qui est insatisfait, ça vient toucher notre ego, et l'ego, à ce moment-là, va provoquer une émotion désagréable. Et si on laisse trop de place à notre ego, c'est à ce moment-là qu'on va avoir une réaction à l'émotion. Et cette réaction, elle n'est pas généralement contrôlée. C'est-à-dire, c'est là où on va crier, s'énerver, râler, taper, etc. Et si on ne veut pas justement se laisser contrôler par l'ego et par les émotions, il va falloir trouver un moyen de se détacher de ces émotions et de cet ego. Donc en fait, remettre l'ego à sa place. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que c'est normal d'avoir des émotions désagréables parce que notre ego a été blessé, mais ce n'est pas une excuse pour laisser l'ego prendre le dessus et vouloir chercher à se venger, par exemple. La vengeance, elle est le fruit de l'ego, c'est vraiment l'ego qui parle, parce que dès qu'on déconnecte la part de responsabilité de l'ego, on n'a plus envie de se venger, parce que personne n'a envie de faire du mal volontairement à quelqu'un. La vengeance, c'est le fruit de l'ego, et c'est pas bienveillant. Donc, pour se détacher de ce mode vengeance, ego, réaction à une émotion négative,
on va tout simplement prendre du recul sur la situation. Avoir une vision d'ensemble et surtout une vision factuelle des choses, ça va nous permettre de se détacher du côté émotionnel et de mieux comprendre ce qui se passe. Donc chercher également à comprendre les émotions de l'autre et potentiellement, si on y arrive, à identifier les besoins insatisfaits de l'autre, en plus des siens, ça va nous permettre de relativiser le conflit. Tout simplement parce que tant qu'on est dans nos propres besoins, nos propres émotions, on est dans notre ego à nous et on a tendance à oublier l'autre. Et c'est là où on a un risque d'écraser l'autre. Par contre, si on s'intéresse à l'autre, tout en ayant conscience de son propre ego et de ses propres besoins, on va recréer l'équilibre entre les deux. Donc, on va essayer de comprendre ses émotions, comprendre ses besoins, comprendre les émotions de l'autre et comprendre les besoins de l'autre. Et en fait, ce qui va nous permettre de nous rappeler un petit peu à l'ordre à chaque fois qu'on a cette tendance à partir dans l'ego et dans les émotions, c'est de se dire qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans cette situation? Est-ce que c'est mon ego ou est-ce que c'est la relation? Donc si vous êtes dans un conflit avec une personne avec qui vous n'avez pas spécialement besoin de la relation, enfin c'est pas une personne qui est importante à vos yeux, il y a de fortes chances que vous allez prioriser votre ego. Et dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, c'est un choix. Mais si par contre, il se trouve que la relation en question, elle compte pour vous, donc parce que c'est un membre de votre famille ou un ami très cher, et bien dans ce cas-là, je vous invite vraiment à vous remettre en question et à vous dire, est-ce que mon ego justifie que je fasse du mal non seulement à la personne, mais aussi à la relation? Parce que lorsque je crée un conflit, finalement, je fais du mal à la relation, en plus de faire du mal à la personne. Donc c'est intéressant à chaque fois de se demander, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est de justifier mes valeurs, mes croyances, ma position sur tel ou tel propos? Ou bien est-ce que c'est de préserver la relation? Parce qu'effectivement, dans certains cas, dans certains conflits, il peut être intéressant de rester sur ses positions et d'utiliser son ego pour défendre notamment des croyances propres par exemple à de la discrimination. Parce qu'effectivement, lorsque vous êtes victime de discrimination ou qu'une personne qui est proche de vous est victime de discrimination, votre ego va venir s'en mêler et vous allez avoir envie de vous défendre ou de défendre la personne parce que justement vous avez envie de protéger soit vous-même soit l'autre par rapport à cette croyance que la discrimination n'est pas acceptable. Et dans un cas comme ça, effectivement, le rôle de l'ego est capital et à ce moment-là, on ne va pas chercher à le renier. Mais s'il s'agit d'une dispute avec vos amis ou vos parents ou n'importe qui de proche sur des broutilles, mais simplement vous avez été vexé à un moment donné, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller ruiner la relation pour juste une petite vexation sur quelque chose qui finalement n'est pas si important? Donc à ce moment-là, on remet en question son point de vue et on se dit, en fait, peut-être que la relation est plus importante. Dans ce cas-là, on ne va pas forcément refouler son émotion, mais on va simplement faire attention à ne pas la laisser nous dominer, à ne pas la laisser prendre trop d'ampleur et venir ruiner la relation. Donc comment on fait ça? Mes étudiants le savent, on l'a vu cet après-midi. Pour ne pas laisser ces émotions dominer, on va tout simplement les accepter dans un premier temps, être à l'écoute, être en accueil, on va accueillir l'émotion et pour ce faire, on va se concentrer sur les ressentis physiques. À partir du moment où on va concentrer son attention sur les ressentis physiques que génère l'émotion, ça va nous empêcher d'être dans la rumination intellectuelle des causes de l'émotion. Donc, si on est sur la colère par exemple, plutôt que de ressasser ce qui nous a mis en colère, on va se concentrer sur la sensation de l'accélération du cœur, de la boule au ventre, de la chaleur,
des poings qui se serrent, toutes ces manifestations physiques qui finalement trahissent notre état émotionnel qui est la colère. En se focalisant sur ces sensations et en cherchant à calmer sa respiration, notamment en utilisant peut-être la cohérence cardiaque, qui est un outil de respiration qui va nous permettre de calmer le rythme cardiaque, eh bien, on va déconnecter le cerveau de la source de l'émotion, donc la rumination, et calmer à la fois le corps et l'esprit. À partir de là, une fois qu'on a réussi à calmer un peu le corps et l'esprit, on va chercher à comprendre pourquoi on a ressenti cette émotion. Donc, pas qu'est-ce qui a provoqué l'émotion en tant que cause externe, mais en tant que cause interne. C'est-à-dire, si quelqu'un m'a manqué de respect, je ne vais pas dire « c'est parce que cette personne m'a manqué de respect que je suis en colère », je vais plutôt dire « pourquoi j'ai réagi comme ça à cet élément extérieur ». Et en fait, ça peut être parce que je ne supporte pas qu'on me manque de respect, parce que j'ai un besoin de reconnaissance, de validation des autres, j'ai un besoin d'estime, etc. Donc on va chercher sa propre responsabilité dans la perception de la situation, de manière à se détacher de l'émotion, plutôt que de chercher à accuser l'autre. Parce qu'il est capital de concentrer notre énergie sur ce qu'on peut contrôler. Or, les pensées, les paroles et les actes d'autrui, on ne les contrôle pas. Donc il faut se concentrer sur ce sur quoi on a du pouvoir, en l'occurrence nos perceptions. Donc pour se détacher des émotions désagréables et donc de l'emprise de l'ego, on va d'abord se calmer par la respiration, concentrer son attention sur ses ressentis physiques, ce qui va permettre également de diminuer l'intensité de l'émotion, et ensuite chercher à comprendre l'origine, c'est-à-dire les besoins insatisfaits qui ont généré l'émotion par la contradiction de notre ego. Et ensuite, on pourra chercher à rétablir l'équilibre, c'est-à-dire à soigner notre ego, en quelque sorte, mais d'une autre manière. Puisqu'on ne peut pas contrôler ce que l'autre pense ou dit ou fait, on va chercher à réparer notre ego par un autre moyen. On va compenser. On agit là où on a du pouvoir. Donc, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y en a, je serais ravie d'y répondre. Donc, dites-moi, est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Ou est-ce que peut-être vous rencontrez des situations dans lesquelles vous avez du mal à vous détacher de votre ego, à gérer peut-être vos émotions? Est-ce que vous êtes souvent, est-ce que vous rencontrez souvent des conflits? Est-ce que vous avez plutôt tendance à avoir un ego dominant ou un ego dominé dans une relation, ou peut-être équilibré? Parce que moi, je me souviens, par exemple, dans ma propre existence, il y a encore, allez, on va dire 5-6 ans à peu près, j'avais tendance à avoir un ego dominé. C'est-à-dire que moi, j'étais quelqu'un de plutôt timide, plutôt peu confiante. J'avais une estime de moi pas très très élevée. Du coup, j'avais un ego dominé, c'est-à-dire que je laissais facilement les autres décider pour moi, c'est-à-dire que je ne disais pas non. J'avais du mal à dire non. Donc je me retrouvais à faire des choses que j'avais pas du tout envie de faire, et ça, c'est pas génial. Quand j'étais sujette à des émotions, justement en réaction à des choses qui me déplaisaient, comme je ne les exprimais pas du fait de mon ego dominé, je les refoulais et donc ça créait de la frustration. Donc je connais cette facette-là de l'ego, je l'ai vécue. Maintenant, vous de votre côté, comment est-ce que vous identifiez votre niveau d'ego? Est-ce que vous êtes plutôt dans un ego élevé ou plutôt bas? Est-ce que vous avez tendance à vous imposer ou plutôt à laisser les autres s'imposer face à vous? Dites-moi un petit peu comment vous vous sentez à ce niveau-là. Est-ce que vous avez réussi à analyser ça, à l'observer? C'est intéressant de se poser cette question. Après, si vous êtes dans l'équilibre,
On aurait tendance à vouloir dire je suis dans l'équilibre, parce qu'effectivement c'est ce qu'il y a de mieux. Mais on peut parfois se tromper. On peut parfois croire qu'on est dans l'équilibre parce qu'on ne se rend pas compte que parfois on se frustre. Donc, essayez de bien analyser votre propre ego et de me dire si vous êtes plutôt un ego fort ou un ego faible. Dites-moi en commentaire, que je vois un petit peu comment est l'audience aujourd'hui. Ego dominant ou ego dominé? Majoritairement. Après, il peut y avoir des situations où on va avoir un ego dominant et des situations où on va avoir un ego dominé. Moi, par exemple, à l'époque où j'avais un ego dominé, donc j'étais plutôt en manque de confiance en moi, etc. Lorsque j'étais par contre avec des personnes très très proches, vraiment je me sentais vraiment à l'aise et que je pouvais être moi-même, j'avais justement tendance à l'inverse, pour compenser, à chercher à me mettre en position égo fort. C'est justement une tactique un peu naturelle de chercher à compenser la frustration que je pouvais avoir avec certaines situations. Donc je vois que Caro et Myriam sont d'accord avec ça. C'est qu'effectivement, voilà, en fonction des relations qu'on a, on va avoir un rapport de force différent. Donc après, ce qu'il est intéressant de faire, c'est de rechercher l'équilibre toujours. Et donc, pas être uniquement dominant avec certaines personnes et dominé avec certaines autres personnes, mais à être dans l'équilibre avec tout le monde. Et quand on arrive à ça, c'est génial. Donc personnellement, j'y arrive maintenant, c'est récent. Je ne vous dis pas que ça se fait comme ça. Ça demande beaucoup de travail. Et moi, il m'a fallu plusieurs années pour vraiment arriver à évoluer progressivement, petit à petit vers ça. Mais aujourd'hui, j'arrive à avoir une estime de moi suffisante pour être capable de dire non quand quand on me fait une proposition qui ne me correspond pas. D'ailleurs, j'avais fait un live sur apprendre à dire non, je crois. C'était cet été, il me semble. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans les replays. Voilà, si ça vous intéresse, apprendre à dire non, où je parlais voilà, des différentes façons d'apprendre à se respecter en disant non à l'autre. Puisque quand on dit non à l'autre, finalement, on se dit oui à soi-même. Donc, rechercher l'équilibre dans les relations, de manière à être sur un ego qui ne va pas chercher ni à dominer l'autre, ni à être en dessous de l'autre. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que c'était clair pour vous tout ça? Dites-moi. Je ne vois pas de réaction, j'imagine que tout va bien, pas de questions. Bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on a fait le tour. Donc en tout cas, je vous remercie tous d'avoir assisté à ce live. Je fais un live tous les mois, le deuxième jeudi de chaque mois à 18 h. Merci Caro. Du coup, si vous suivez mon actualité sur Instagram, vous serez forcément informé des prochains lives. Pour l'instant, ce qui est prévu, c'est le 10 décembre, donc à 18 h toujours. Merci Myriam. À 18 h, le prochain live qui sera sur les limites de la bienveillance. Donc vous verrez, ça fera un peu écho au live d'aujourd'hui, puisqu'on va retrouver ces notions d'ego et de domination dans les relations. Donc je vous retrouve le 10 décembre, c'est le deuxième jeudi du mois de décembre, à 18 h pour un live sur les limites de la bienveillance. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce live. Dommage que vous n'ayez pas eu de questions, ça aurait été intéressant d'échanger, de créer du débat, mais je crois que je suis trop précise et trop complète au niveau du contenu, donc du coup c'est pour ça que vous n'avez pas pu avoir de questions. Donc merci à tous et on se retrouve le 10 décembre à 18 h. Très bonne soirée à tout le monde, à bientôt, bye.